So the first session of today will focus on students' project, and our first presenter is Mr. Alain Gaboriau, who is coordinating the Janus project from CNES, and Janus is supervising some French student CubeSats, and you will have several presentations from Janus CubeSats during this symposium. Mr. Gaboriau, okay. Thank you. Bon, je parlerai en français, excusez-moi. Donc je vais vous parler effectivement du projet Janus et puis des différents projets CubeSat qui le constituent, et aussi un peu où on en est, et finalement aussi un bilan de ce qu'on a fait, du nombre d'étudiants qui ont pu travailler sur ces projets-là. Bon, pour commencer, juste un petit rappel sur la classification des satellites. Alors on a l'habitude de classifier les satellites par leur masse. Alors on trouvera un peu de tout dans la nature. Disons que ce que je vais vous donner, c'est ce qui se fait en gros en moyenne partout. Donc on a des gros, hein, entre 1 tonne, 1 tonne 5, 10 tonnes, ce sont plutôt des satellites de télécommunication. Après on a des moyens. Là j'ai mis un exemple, c'est l'exemple de Pléiade, qui est un satellite d'observation de la Terre. On a les mini, donc qui sont plutôt des satellites entre 200 et 800 kg. Donc j'ai mis un exemple que l'on a développé il y a quelques années qui s'appelle Coro, qui faisait 630 kg, avec une plateforme qu'on avait d'ailleurs développée de manière générique qui s'appelait Proteus. Il y a aussi après les mini, donc ce sont les micros, pardon. Ce sont des satellites qui en gros sont entre 50 et 200 kg. Donc c'est pareil, on a développé toute une filière il y a quelques années qui s'appelle la filière Myriade, et dont par exemple là j'ai mis le premier satellite qui a été développé qui s'appelait Déméter, qui faisait à peu près 130 kg. Et ensuite effectivement on passe dans la gamme des nanos qu'on peut considérer comme étant entre 1 et 50 kg. 50 kg étant vraiment la borne maximum. Peut le trouver d'ailleurs dans le concept CubeSat avec le 27U qui fait à peu près les 50 kg en question. Et ensuite, même, on s'est rendu compte que maintenant les Américains notamment faisaient des petits satellites, alors pas entre 0, hein, bien sûr, c'est un peu plus gros, mais faisaient des petits satellites encore plus petits. Par exemple celui-là c'est le Pocket Cube qui fait 10 cm par 10 au cube, 5 cm pardon, par 5 au cube. Et bon, quelquefois même on voit des petits satellites sous forme de cartes bleues là, qui sont lancés dans l'espace. On ne sait pas trop encore à quoi ça va servir, mais on peut supposer que dans quelques années, on aura des idées pour les utiliser. Alors, les CubeSat, les nanosatellites, c'est venu par le fait que, il y a la miniaturisation des technologies qui est devenue très importante ces dernières années. Et puis surtout, ça a été un outil, et c'est toujours d'ailleurs, un outil pédagogique dont Bob Twiggs avait inventé un concept, qui est le concept CubeSat. Donc on entend souvent parler, donc c'est un concept qui se veut par la géométrie, donc c'est au départ ce qu'on appelle le 1U, 10 par 10 par 10, 1,33 kg, 1 watt, et puis ça s'est décliné en 2U, 3U, 12U, etc., 6U, et donc ça a été utilisé beaucoup pour la formation des futurs ingénieurs du spatial dans les différentes universités au départ américaines, mais maintenant dans le monde entier. Alors ce qui a fait la force des CubeSats, c'est qu'ils ont aussi développé, notamment l'Institut Polytechnique de Californie, ont développé l'adaptateur lanceur, ce qu'on appelle le Pipod ou le déployeur, enfin il y a plusieurs noms. En gros c'est une boîte à chaussures là que vous voyez sur la droite, qui peut contenir celui-ci jusqu'à un triple CubeSat. En gros c'est une boîte, il y a un ressort au fond, vous enfoncez votre CubeSat à l'intérieur, ça comprime le ressort, vous fermez la boîte. Donc il y a un ordre électrique après qui est donné par le lanceur qui ouvre cette boîte et le ressort pousse le satellite sur son orbite au bon moment. Donc ça a permis, grâce à ça, de pouvoir lancer des CubeSats pratiquement sur tous les lanceurs du monde actuellement, et ce qui donne beaucoup d'opportunités pour les lanceurs, pour les CubeSats. Alors bon, ces caractéristiques de ces petits satellites, c'est qu'ils ne sont pas très chers. Pourquoi ? Parce qu'on n'utilise pas non plus des composants qui sont qui tiennent complètement les environnements spatiaux. L'idée c'est de pouvoir utiliser des composants on the shelf, comme on dit, qu'on l'on teste quand même, mais on se permet quand même d'avoir des différences donc par rapport aux composants qu'on utilise notamment sur les gros satellites qui coûtent très cher.
Malgré tout, c'est performant justement puisqu'on utilise des composants qui sont beaucoup plus en avance technologiquement que ce qu'on utilise dans des satellites très chers et très performants. Et par contre, ils n'ont pas forcément une durée de vie très importante, malgré que certains tournent, quand ça marche, ça marche. Voilà. Ça peut durer 2, 3 ans, 4 ans, mais on ne vise pas des grosses durées de vie au départ. Alors les durées de vie, il y a deux façons d'en parler, c'est-à-dire que c'est vraiment la durée de vie du satellite, son fonctionnement, mais aussi comme il y en a qui ne sont pas très hauts en orbite, eh bien, ils n'ont pas forcément une durée de vie qui va au-delà d'1 année, 2 années, voire même quelques mois si ils sont largués de la station internationale. Alors on se rend compte maintenant depuis quelques années que ces CubeSats là sont de plus en plus utilisés au-delà de la partie pédagogique pour valider notamment des nouvelles technologies en orbite. On voit beaucoup de CubeSats qui portent des nouvelles technologies qu'on ne peut pas se permettre de mettre sur des gros satellites, ça coûte trop cher, c'est trop risqué. On voit maintenant qu'il y a des missions scientifiques, et on a un bon exemple, c'est le QB50, hein, donc qui a lancé récemment pas mal de CubeSats pour faire de la science. Les Américains maintenant font des CubeSats interplanétaires, c'est-à-dire toutes les missions interplanétaires maintenant vont porter des CubeSats qu'ils largueront soit près de la planète ou soit pendant la croisière. Et puis maintenant on voit qu'il y a des applications vraiment civiles, ou militaires d'ailleurs, qui apparaissent avec des grosses constellations donc de satellites. On a l'exemple de Planet aux États-Unis qui doit en être à peu près à 200 CubeSats en l'air il y en a maintenant qui ne fonctionnent plus, pour prendre des images de la Terre et les fournir aux utilisateurs. Alors évidemment, on ne va pas obtenir forcément les mêmes performances qu'avec des gros satellites. Par contre, on va obtenir une répétitivité de l'information du fait de cette constellation. Ce qui fait qu'on va être un complément, on va dire, sur ces missions-là par rapport à des satellites d'observation qui vont avoir une résolution très très importante. Et je pense que ça progressera dans le futur et peut-être que même on atteindra des performances plus importantes. Alors la mise en orbite, c'est un des problèmes évidemment. Hein. Alors aujourd'hui, principalement, ce sont des orbites basses, on va dire autour de 500 km, ça peut varier. Alors en France, on a une loi qu'il faut respecter, c'est-à-dire qu'au bout de 25 ans maximum, il faut que le satellite puisse redescendre dans l'atmosphère et donc se détruire. Donc ça, il faut le respecter, et donc ça se calcule, il y a des outils qui permettent de vérifier qu'en moins de 25 ans, suivant l'altitude à laquelle on le met, eh bien, le satellite va descendre dans l'atmosphère. Alors les moyens de lancement, bien, comme je le disais tout à l'heure, la plupart des lanceurs dans le monde peuvent lancer des CubeSats. J'ai donné quelques exemples. Par exemple le PSLV, qui est un des plus grands lanceurs de CubeSat. Alors le dernier, il a dû en lancer 34 ou 5. Je pense qu'il y avait 8 QB50 hein, dedans, qui ont été lancés, donc c'était le 23 juin. Mais le précédent PSLV, on a mis 108 en orbite. Donc vous voyez que c'est assez impressionnant. Ensuite, alors évidemment, on ne choisit pas notre orbite là. Hein. On est entre guillemets en passager clandestin, c'est-à-dire que le lanceur il est fait pour des charges utiles principales, et comme il y a des réserves de masse et de place, eh bien on occupe la place qu'on peut et on est largué quasiment sur la même orbite, pas forcément la même altitude, mais sur la même orbite. Mais on a vu aussi que la station internationale lançait maintenant de plus en plus des CubeSats. Là j'ai mis plus de 100, mais aujourd'hui ça doit être plus de 200 maintenant. Donc il y a un système où on peut monter donc, dans des racks. C'est une société américaine qui fait ces racks, c'est NanoRacks. On monte à travers, par un lancement d'une fusée et un cargo qui amène les racks conditionnés dans la station internationale. Les astronautes prennent ça, les conditionnent, et après il y a un bras, le bras japonais qui s'appelle Kibo, qui vient chercher le système de rack et qui va à l'extérieur, et après les CubeSats sont éjectés. Je crois qu'aujourd'hui on peut éjecter jusqu'à l'équivalent de 48 unités de ce système d'éjection de la station internationale. 48 unités hein, de 1U. Hein. Si vous divisez par 3, ça vous donnera le nombre de triple CubeSat par exemple. Là j'ai donc fait un petit diagramme qui vous montre en bleu, c'est tout ce qui est lancé par les Américains. Donc vous voyez qu'il y a pas mal de lancements potentiels. Il faudrait que je le réactualise, je pense, puisque ça varie vraiment tous les 6 mois, on peut réactualiser les données. Vous voyez les Russes aussi qui lancent pas mal avec le Dniepr, le Soyouz, de plus en plus, le Rokot aussi, ce sont les anciens missiles.
Le PSLV, vous voyez, il est tout seul, mais il représente à lui tout seul plus de 10%, et je pense que maintenant c'est un peu plus élevé, des lancements de CubeSat. En Europe, on n'est pas très équipé. Aujourd'hui, en Europe, on a 3 lanceurs, comme vous le savez. Il y a Ariane 5, Soyuz et le Vega. Alors, le Soyuz peut lancer des CubeSat, avec une adaptation particulière, il y arrive. Le Ariane 5 ne sait pas lancer des CubeSat, et le Vega, aujourd'hui, ne sait pas les lancer, sauf cas particulier. Adaptation, il y a eu quelques tirs Vega où on a pu l'adapter, mais il n'est pas prévu pour systématiquement lancer des CubeSat. On est en train de développer une interface standard pour les prochains, d'ici 1 ou 2 ans, je pense, 2 ans peut-être. On aura une interface qui pourra permettre de lancer systématiquement des CubeSat du Vega. Donc ça va venir. Alors on se rend compte aussi que dans le monde, il existe maintenant des entreprises qui proposent des nouveaux moyens de lancement. Il y a pas mal d'entreprises qui ont vu le jour. Il y a déjà un cimetière d'ailleurs, puisqu'il y en a qui ont commencé puis qui n'ont pas pu continuer. C'est compliqué quand même de faire un lanceur. Mais l'objectif étant de lancer des masses de l'ordre de 250 kg, donc qui représentent quelques CubeSat, pour un coût assez bas. Alors évidemment, on ne va pas avoir la même fiabilité, la même sécurité de lancement que peut-être avec un lanceur bien connu. Mais ça va ouvrir davantage d'opportunités. Alors là, je vais vous citer 2 exemples. Il y a Vector Space System, qui est une start-up issue donc des fondateurs de SpaceX notamment, qui a été fondée en avril 2016, donc c'est pas très vieux. Ils ont donc développé le lanceur Vector. C'est donc le premier Vector R, 65 kg, et après ils vont faire le Vector H qui est 125 kg. Voilà. Et ils ont fait un premier lancement, un premier vol, il y a donc il n'y a pas très longtemps, quelques semaines, début mai. Bon, ça n'a pas fonctionné très très fort, mais bon, c'est une première étape. Et ils envisagent quand même avec un business plan de l'ordre d'une centaine de lancements par an au-delà de 2020. Donc ils ont l'espoir quand même d'avoir un marché important. Donc voilà par exemple la photo là, qui vous montre la première mise à feu et le premier décollage de la fusée. Après il y a Rocket Lab, là, donc, qui est une société américaine et australienne. Ils ont fait le lanceur Electron, peut-être que vous en avez entendu parler. C'est quand même le lanceur qui nous paraît le plus prometteur dans cette gamme. Lui, ce serait pour mettre environ 150 kg à 500 km, donc c'est tout à fait intéressant pour ces petits satellites. Alors, il a fait son premier vol il y a quelques semaines. Alors, ils ont raté l'objectif de le mettre à 500 km, ils l'ont mis à 150 km, donc c'est un premier tir qui n'est pas tout à fait réussi. Ils vont en faire un deuxième, je pense, au mois d'août ou au mois de septembre. Ils ont la base de lancement se trouve en Nouvelle-Zélande, et aussi, ils imaginent de pouvoir faire des lancements, un lancement par mois, en gros, au-delà de 2018. Alors là, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils ont fait le Blablacar du spatial, là. C'est-à-dire que vous pouvez aller sur un site web et vous pouvez vous réserver une place avec d'autres collègues, là, sur des lanceurs. Donc vous cliquez, là, vous réservez votre place, vous avez les prix, vous payez une partie, je pense, au départ, pas tout. Donc voilà, on peut réserver, et si vous allez sur leur site, jusqu'en fin 2019, c'est déjà tout réservé. Donc je pense que grâce à ça, ils ont dû aussi avoir un peu de trésorerie qui leur est rentrée dans la société. Bon, ça c'est pour vous donner, tous les ans, il y a cette société Spaceworks qui sort un bilan sur l'ensemble des problématiques satellites. Donc là, ils sortent tous les ans un diagramme pour les satellites de 1 à 50 kg, hein, donc il y a de tout, hein, il y a des CubeSat, mais pas uniquement. Et ça donne les courbes un petit peu de tendance de lancement dans les prochaines années. Donc vous voyez que alors, le bleu clair, c'est le maximum qu'ils peuvent imaginer, sachant qu'il y a des projets qui ne se font pas. Et le bleu, c'est corriger justement des projets qui n'aboutissent pas ou qui ne se font plus. Donc vous voyez, on va tourner autour de presque 500 CubeSat par an en moyenne, sachant que vous voyez par exemple en 2017 la courbe donnait 300 et je pense qu'on n'est pas loin. Là on a dû déjà en lancer à ce jour plus de 200, peut-être 250, donc je pense qu'on ne sera pas loin du chiffre qu'ils annonçaient des 300, peut-être même le bleu ciel. Alors pour maintenant venir sur Janus, donc au CNES on a mis en place un programme qui s'appelle Janus, hein, qui permet aux étudiants d'écoles d'ingénieurs et d'universités de développer des CubeSat. Donc ce projet a été mis en place en 2012. Donc c'est moi qui m'en occupe au CNES.
Alors juste un tout petit peu d'historique pour vous dire qu'en France, on n'était pas très avancé dans ce domaine. Donc je ne suis pas remonté à la préhistoire, mais ne serait-ce qu'en 2005, eh bien 2006, il y a Montpellier qui a eu l'initiative de répondre à un appel à idées que le CNES avait lancé qui s'appelle Expresso, qui était de demander à des écoles ou des universités de proposer des manips spatiales, quelles qu'elles soient, même les mettre sous ballon, enfin tout ce qu'on pouvait imaginer de faire voler. Et le professeur Laurent Dussault, qui avait passé un peu de temps aux États-Unis, avait vu que c'était intéressant de faire des CubeSats par des étudiants en termes de formation et de motivation. Et donc il a pris l'opportunité de cette initiative du CNES pour proposer un CubeSat 1U qui s'appelle Robusta, qui a été lancé en 2012 par le Vega, le premier tir de Vega. Et bon, malheureusement, il n'a pas fonctionné en vol. Bon, c'est pas très grave, ça arrive. Le CubeSat, c'est pas du 100%. Mais c'est la seule initiative CubeSat qui a été faite ces dernières années. Il y a eu pas mal d'étudiants qui ont travaillé autour de ce projet, directement ou indirectement. Vous voyez, 150 étudiants, donc ça a permis de les former sur les disciplines du spatial. En 2009, il y a eu une initiative entre le ministère la ministre de la Recherche de l'époque, Valérie Pécresse, et son homologue russe pour essayer de faire une coopération franco-russe sur du spatial, et notamment avec des universités. Donc on a mis en place une coopération avec la Russie, l'université de Bauman à Moscou, qui faisait un petit satellite. Alors c'est un petit satellite qui est assez gros. Je crois qu'il y a Sergueï qui est là, qui connaît parfaitement ce projet. Et donc c'est un satellite qui fait plutôt maintenant dans les 60 kg, peut-être un peu plus, je ne sais pas. Et l'idée c'était de proposer quelque chose sur ce satellite. Et donc l'université de Montpellier a proposé d'installer la petite charge utile qu'il y avait sur Robusta 1A, en la conditionnant en termes mécaniques et électriques pour pouvoir l'installer sur le satellite. Donc c'est toujours pas lancé, je ne sais pas si tu as des nouvelles. Cette année ? Ouais. C'est un Soyouz, je crois, qui doit le lancer cette année. Bon, ça fait plusieurs années que c'était prévu. Initialement, c'était en 2011. Bon, pour des problèmes... c'est pas facile, le spatial, il y a toujours des difficultés, donc ça a été repoussé plusieurs fois. Il y a une coopération aussi qui a été menée avec l'université technologique de Bombay. Donc je crois que c'est Philippe qui était à l'initiative de ça, à Paris Diderot. Pendant quelques temps, on ne savait pas très bien, j'ai presque fini, on ne savait pas très bien si ça allait être lancé, puis finalement ça a été lancé le 26 septembre 2016 par un PSLV, et malheureusement on n'a pas reçu de signal. Donc le projet Janus, j'en ai parlé, naissance début 2012. Alors l'objectif de ce projet, il y en a deux, c'est promouvoir les activités spatiales auprès des étudiants des universités et de l'enseignement supérieur, en leur faisant faire un système complet. Ensuite, c'est proposer et valider en orbite des nouvelles technologies. Donc c'est vraiment les deux objectifs majeurs. Voilà. On a mis en place des centres spatiaux universitaires pour essayer justement de faire coordonner un peu toutes ces activités au sein des universités avec des encadrants. Les étudiants ne peuvent pas faire ça tout seuls. Et on a mis en place des partenariats avec des laboratoires et des entreprises. Donc voilà, ça donne un peu ce schéma. Donc pour vous montrer un peu ce qui se passe en France, voilà, donc il y a le centre spatial universitaire de Montpellier, il y a celui de Toulouse qui a été créé avec l'ensemble des écoles et l'université de Toulouse. Ensuite, il y a à Aix-Marseille, il y a celui de Grenoble, je crois que les représentants sont pratiquement tous là. À Paris, il y a l'école polytechnique qui a créé son centre spatial, ils ont déjà donc un CubeSat en orbite. Paris Diderot, alors on n'a pas encore le nom, on ne sait pas encore ce que ça sera. Il y a l'UPMC, pas très loin d'ici aussi. L'école des mines a fait un CubeSat, on ne sait pas s'ils en feront d'autres, c'est pas sûr. L'UPEC aussi, Paris-Créteil, et puis dans le nord, on a une école d'ingénieurs qui s'associe avec l'université de Lille pour essayer de faire un CubeSat. Voilà. Et l'ENSTAD Bretagne qui rejoint, disons, le club. Donc là, simplement pour vous dire qu'on en a lancé deux depuis le 17 et 18 mai. Vous voyez là... celui du milieu, c'est le Space Cube. On a les photos là qui ont été issues de la station internationale. Donc c'est celui des mines qui a été lancé. Donc dans le cadre du projet QB50, on en a deux qui sont en orbite. Les deux fonctionnent, un peu moins que l'autre. On a un signal, mais on a du mal à décommuter les télémesures. Mais on va trouver une solution. Ensuite, il y a celui de Montpellier qui a été lancé par le PSLV le 23 juin. Donc il fonctionne parfaitement, il est parfaitement opérationnel.
Donc ça, pour nous, c'est bien. Ça veut dire qu'en un mois, là, on a mis 3 CubeSats en l'air. C'est pas mal. Ensuite, Montpellier travaille sur d'autres CubeSats 1U, mais ils ne sont pas dans le programme Janus. Hein, ils ont des clients à côté, entre guillemets. Par contre, on développe avec eux un triple CubeSat qu'on appelle Robusta 3, dont l'objectif, c'est de collecter des données météo pour améliorer les prévisions des effets cévénols qui se trouvent dans la région. On a l'idée de le lancer vers 2019. Alors à Toulouse, il y a Entrisat qui fait partie du QB50. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y aura un deuxième lancement plus tard, peut-être, on ne sait pas. On aimerait bien, nous, parce que ça nous permettrait d'avoir l'opportunité. Donc lui, il a pris du retard, donc il n'est pas prêt encore, il sera prêt en fin d'année, pour un lancement l'année prochaine. Voilà. Alors on fait un deuxième CubeSat, un triple, qui s'appelle Nymph. Alors là, ça a pour but de valider des composants hyperoptiques, donc je crois qu'on en parlera tout à l'heure. Je ne vais pas détailler. Et puis, il y en a d'autres qui sont en perspective, mais je n'ai pas tout mis. Il y a aussi des projets segment sol, c'est-à-dire que au CSU, on met en place un centre de contrôle et des centres de mission avec des stations de réception 8 GHz et 2 GHz. Donc on aura les moyens de pouvoir réceptionner des télémesures dans des bandes spatiales, on va dire. Et puis, il y a l'étude qui a été lancée il n'y a pas très longtemps d'un projet avec une plateforme 12U. Donc là, on passe un step. Bon, donc là, pareil, il y avait un projet LUPEC qui était aussi QB50, qui malheureusement a pris du retard. Paris d'Hydro, Ligosat, on en parlera sûrement tout à l'heure. Aix-Marseille, Casasat, donc là, ils sont en train de le développer. Donc en 2019, on pense qu'on pourra le lancer. Et puis Grenoble, donc on en parlera tout à l'heure. Ils sont plutôt dans un premier temps orientés pour faire une charge utile et ils veulent développer un petit CubeSat pour apprendre à faire des CubeSats. L'école polytechnique, donc après le premier QB50, ils sont en train de développer un deuxième CubeSat, un triple. Je crois qu'on en parlera aussi un peu, donc je ne veux pas m'étaler. L'UPMC, un triple qui va pouvoir caractériser les météores par photométrie. Alors il n'y aura pas la spectrométrie, hein, c'était un peu trop compliqué dans un premier temps. Et pour le petit dernier, là, on a pris pas mal de retard. Donc juste pour terminer, il y a un projet pilote qu'on a développé au CNES aussi, avec des étudiants, qui s'appelle ISAT, donc qui est un petit peu plus compliqué peut-être que la moyenne, avec un vrai contrôle d'attitude 3 axes, des roues à réaction, un senseur stellaire, de l'ARF partout, 2 Go, 8 Go, un gros processeur. Et là, on envisage de le lancer. Le créneau de lancement qu'on a actuellement, c'est de septembre 2018 à mars 2019. Voilà, donc là on a un petit télescope qu'on a fabriqué pour regarder la Voie lactée et la lumière zodiacale. Bon, je vais peut-être aller plus vite, hein, si ça ne vous dérange pas. Donc là c'était pour vous montrer les technologies qu'on a pu mettre en place grâce à ces développements de projets étudiants. Donc voilà, par exemple, il y a une structure qui a été toute faite en plastique, on va dire, en WinForm XT 2.0. On a développé aussi, il y a eu des développements sur des chaînes de détection, notamment ce qui est un peu nouveau, c'est l'EasyRock Chip pour le traitement du signal. Des instruments, comme vous voyez là, qui a été fait par le LISA, qui est tout petit, là, donc c'est une première, on le fera voler en premier. On a développé un calculateur très puissant, qui est vendable hein, d'ailleurs, hein, ou réutilisable, avec un ARM9 double core FPGA. Donc, après les cartes RF, qui sont des cartes... on va dire à peu près unique, notamment celle à 8 GHz. Hein. Des antennes, parce qu'évidemment il faut des antennes, c'est ça un peu aussi la difficulté. Donc on a développé des antennes patch qu'on peut mettre sur le CubeSat. Des charnières composites pour déployer des appendices, ça c'est très nouveau. Donc c'est un brevet CNES, d'ailleurs il est là dans la salle, celui qui a fait ça. C'est Christophe Casteras. Et il y a une boîte à Toulouse qui a donc mis en place le processus de fabrication. On utilise une caméra couleur, d'ailleurs, qui va être utilisée sur le prochain rover martien MSL 2020. Donc on va être les premiers à la faire voler. C'est un CMOS couleur qui est dedans. Puis on fait des panneaux solaires aussi, donc voilà. Et puis on fait des traitements, enfin plein de technologies qui ont été développées, y compris d'ailleurs des logiciels comme contrôle d'attitude. Et puis on utilise aussi des logiciels un petit peu plus basiques pour développer, enfin pour mettre sur le hardware du calculateur. Bon, pour terminer, on a donc développé pas mal de sous-systèmes. On a réutilisé des développements et des compétences. Hein.
enfin ça va être réutilisé d'ailleurs dans l'industrie. Et il y a même des startups qui ont vu la naissance, alors grâce pas forcément à Janus, mais grâce à cet engouement pour les CubeSat. Donc j'en ai cité quelques-unes. Je pense qu'il y en aura qui viendront ici, comme Srusmi, présenter des choses. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut former aussi des gens. Hein. On en profite pour former les jeunes sur des domaines liés au spatial. Notamment, on peut les sensibiliser sur la loi des opérations spatiales. Vous en aurez cet après-midi une présentation. Et puis aussi certaines disciplines qu'on n'enseigne pas non plus dans les universités, comme l'orbitographie, le SCAO. Enfin, c'est assez rare, sauf quand il y a vraiment un programme particulier. On a fait aussi, on a mis en place une formation pour aider à concevoir des missions spatiales avec des outils d'ingénierie concurrente. Donc on a formé pas mal d'encadrants et de jeunes là-dessus. Et puis on a mis en place un système normatif, un référentiel normatif pour aider à développer, c'est-à-dire qu'il y a un guide pédagogique avec des documents, des templates qui expliquent un peu ce qu'il faut mettre dans les documents. Donc là, on a quand même touché environ à ce jour plus de 1000 étudiants directement qui ont travaillé sur ces CubeSats. Il y en a à peu près autant qui ont profité de ces projets en collatéral pour travailler soit sous forme de TD, de cours sur ces sujets-là. Bon, on s'est rendu compte quand même que c'était très intéressant au niveau des étudiants qui ont fini leur cursus pour trouver du boulot un peu à droite à gauche, hein, et notamment dans le spatial. J'ai cité quelques entreprises qui ont embauché un certain nombre d'étudiants, il doit y en avoir d'autres, hein, je ne sais pas tout. Voilà, donc on a créé une grosse dynamique actuellement en France sur ces affaires-là. Voilà, excusez-moi, j'ai été un peu long. Merci beaucoup. We have maybe time for one quick question. Une petite question. Okay, no question. It was perfectly clear. Thank you very much. Our next speaker is Mr. Xavier Werner. He comes from the University of Liège. They launched last year their first CubeSat, UFTI-1, and Xavier will present us the following project, UFTI-2, and maybe also UFTI Next. Okay, thank you, Amandine, for the nice introduction. So, I come from University of Liège in Belgium. I work on Space Structure and System Lab. So, it's the aerospace department of the university. So, as Amandine explained, we launched last year our first CubeSat, UFTI-1, UFTI for Orbital Utility for Telecommunication Innovation. So, the mission of UFTI-1 is to carry the D-Star radio protocol in space. So, it's a special protocol for amateur radio. UFTI is the first 100% student Belgian satellite, because the precursor flight from QB50 were launched 1 month before. The second mission of UFTI-1 was testing some solar panel, high efficiency solar panel, so it was almost 50% efficiency. Yeah, we go in space with Soyuz in the frame of the ESA Flyer Satellite program. Maybe you know this program because the second version of the program just started a few months ago, and I think one university from France is involved in the program. So UFTI, we receive a lot of beacon message from all over the world thanks to the ham operator. So as you can see here, you have a frame received directly, so the signal is very clear and very strong. But unfortunately, after a few days, 12, UFTI stopped to transmit information. So we try to understand what happened, but it's very difficult, of course, to debug a space system. And so the team take the decision to go for an additional CubeSat, so UFTI-2. So it's the optimized version of UFTI-1. So the main mission stays the same, it's the D-Star. But we have available space for other mission. So we took 2 secondary missions. The first one is called RAD for Radiation System. So the goal of this mission is to evaluate the 2 different types of shielding for the electronics. And the second secondary mission, it's called EMU for Inertial Measurement Unit.
And it's a bit particularity from UFTI. It's not developed by university. It's developed by a very young student from high school. So we gave the opportunity for a young student to put a foot in space field. So the D-Star in detail, D-Star is digital smart technology for amateur radio. So it's a protocol developed by the JARS, Japanese Amateur Radio League. The particularity is the possibility to transmit simultaneously voice and data. So it's very good for emergency, for example, because you can speak and ask for help, and in the same time you can send your GPS coordinate on other message. The particularity of the D-Star is the roaming. You have a global network all over the world, and so you can transmit your frame by radio to a local repeater, and the frame goes through internet where you want. So you have a global network. So for UFTI, how can we use the satellite, and what is the place of the satellite in the network? So for example, we have two users, Amandine and Bernard. If Amandine and Bernard are in the footprint of the satellite at the same time, they can directly use UFTI. So Amandine transmit its D-Star frame to UFTI 2, and UFTI repeat in its antenna footprint the message, and so Bernard can answer. It's the simplest case. The second possibility is to use the network and the roaming. So if Amandine is here in Paris, for example, and Bernard is in Tokyo, Amandine can contact UFTI, and UFTI will contact our ground station in Liège, in Belgium. Our ground station receives the D-Star message, D-Star frame, and put it on the network. So the frame is routed through internet, and it's repeated by the local repeater in Tokyo to Bernard with the automatic roaming of the D-Star system. So, of course, for our ground station, we need to implement an extension for the D-Star. So we build a custom repeater for space. The second payload, so the RAD for the radiation, evaluate the drift or some electronic system due to the dose, the absorbed dose. So for your information, the common unit for the dose for radiation, it's the gray. And we can say that after 1 gray, the risk of developing cancer is increased, and with 10 you can be dead. For UFTI-2, we expect, according to the simulation and the shield, the natural shield of the satellite, because the solar panel is a shield, we expect to receive 5 gray. So here is the architecture of the subsystem. So as you can see, we have 3 times exactly the same experiment. So the experiment is just an operational amplifier, and we will monitor the voltage offset and the noise, and we will monitor the drift of these 2 parameters. We can evaluate the dose received with a RAD FET, so it's a special FET who derive with the dose absorbed. And yes, we have to monitor the temperature too, because the drift for the RAD FET depends on the temperature. So it's what looks like the board for this mission. So you can see the 2 different shields, multi-layer and conventional shield. The difference is not really in the performance, but it's in the weight of the shield. So the multi-layer it's lighter, but we expect the same performance. And the EMU, as I explained, is developed by a very young student from Collège Saint-Pierre in Jet in Belgium. This college is involved in a lot of application in space field. They already launched experiment on rocket, perform zero gravity flight, and other things like that. So the experiment for EMU is just interfacing one sensor, 9 degrees of liberty sensor, so the acceleration, the angular rate, and the magnetic field.
And okay, here is what we will have for UFTI. So UFTI 2, it's a 1 unit CubeSat, like UFTI 1, with 5 solar panel. Why 5? Because we want to use the last phase for the antennas deployment system. It's a custom-made system we developed for UFTI 1, with 2 antennas, VHF antennas and UHF antennas. And inside the cube, you can find a ADCS system, so to slow the rotation of the CubeSat, it's a passive one, and the stack of PCB, so the telecommunication system and D-Star, the same board, the beacon system, battery, APS, OBC, and the RAD payload at the end of the stack and the edge of the satellite to maximize the dose we can receive. For the architecture, the hardware architecture, but of course we have OBC. We can manage all the subsystem. For UFTI 1, we used the I2C bus, but it was not very good for space application because it's not a very reliable bus. So for UFTI 2, we go for SPI. Of course, I know lots of components from the market, from Isis, Clyde, GOM Space, and so on, use I2C, but it's because it's more easier to change a board, to interconnect different subsystems with I2C, but SPI, it's the best for this kind of system. And for the schedule, of course, UFTI 2, so we are actually building the engineering model, so we expect a complete model at the end of the summer, so we can go for the test and for the construction of the flight model at the end of the year, testing and launch next year. So it's it's quite ambitious, but of course the team have the experience of UFTI 1, so we know exactly where we are going, and the difference between UFTI 1 and UFTI 2 are not so big. So okay, we expect we can make it possible according to the schedule. And as Amandine explained, another CubeSat, it's actually in development at the university. It's called at the moment UFTINEX, Orbital Utility for Thermal Imaging. So the mission concept of TIFS CubeSat, it's to monitor the agriculture field to detect lack of water. So we target to perform a smart irrigation of agriculture, because as you maybe know, lots of non-salted water is used for the agriculture. Almost 70% of non-salted water is used for agriculture, so it's very important to spare a bit of water. So we want to evaluate the temperature of the leaf and the temperature of the ground. And if we have a daily revisit, we can compare the temperature and determine when it's time to irrigate or not. So of course the daily revisit, it's very important, because if you detect 1 week too late, okay, you have to put some water, it's too late. So is the specification we want to have for the application, the final application, so 50-meter resolution, daily revisit. Of course we need a constellation to reach this objective. And we perform the observation in the mid-wave infrared. So it's quite a challenge, because as you maybe know, the detector and so on, the camera for mid-wave infrared need to be cooled. So in a CubeSat, it's quite ambitious. But of course, actually, we are working on a demonstrator, so we relax a bit the constraint, the requirement. We target to have a 100 meter of resolution in a CubeSat, a 3-unit CubeSat. And yeah, we expect a fast development in 2 years. Actually, we are at the end of the feasibility study, and for the moment, it's a green light. So you can have the first model of the CubeSat, so the 3-unit CubeSat, with 1 unit a bit less for the PCB, so PCB, OBC, APS, and telecommunication system. Maximum half a unit, but maybe 0.3 unit for ADCS, so we need a precise ADCS system, because it's Earth observation satellite, so you have to know what you are looking for. And
Of course, the stability, it's quite important because we have two ways for taking the picture. The first one, it's a linear scan, like a office scanner. So you need to be very stable. And the second one, it's target pointing. So we will rotate the satellite to increase the integration time of the target. So yeah, you need to rotate very slow. We expect to use, of course, S-band antenna for data payload, VHF, UHF for telecommand and telemetry. So thank you for your keen interest, and if you have some question, I think we have 2 minutes free for that. Okay. Thank you very much. Perfect timing. Do you have any question? Une question. En français, ça marchera aussi. No question? Another organism. For UFT2 or UFT Next? UFT Next, I mean. For UFT Next, yeah, we are developing with the Centre Spatial de Liège, so it's a laboratory of the university, the payload. Of course, we are not developing the detector, the middle wave infrared detector, because it's not our skill and it's a bit complicated for us. So we are, for the moment, we have 3 possibilities for the detector. One is from Sofradir, I think it's a French company, FLIR from Sweden, I guess, and the last one it's Israeli one, it's the Kinglet. So yeah, we evaluate the 3 detector, but we will we'll make the telescope ourselves with a company in Liège. It's called Amos. So we expect to use TMA, so it's a 3 mirror array detector telescope. Yeah. Thank you. Thank you. Any other question? Okay, then thank you very much. Thank you. If you need some information, ask me during the coffee break and something else. Thanks. Thank you. Our next presentation will be delivered by students. It's about the project Meteorix from the Centre Spatial Universitaire Curie-Sat. And this CubeSat will observe night glows by spectrometry. I think we have a complete student team here. That's great. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Claire Benten et voici Bernard Aboud et Gudrun Otto et nous représentons l'équipe Meteorix pour le projet du nanosatellite du Centre Spatial Étudiant Curie-Sat de l'UPMC, donc sur la détection de météores. Nous sommes sous la supervision de Dimitri Galéco, Gabriel Guignan, Lionel Lacassagne, Nicolas Rambaud et Jérémy Vaubaillon. Dans un premier temps, nous présenterons le contexte général, c'est-à-dire les enjeux du Centre Spatial Étudiant de l'UPMC, le projet Meteorix au niveau des objectifs scientifiques. Nous parlerons un peu plus de l'analyse préliminaire que nous faisons actuellement, notamment tout ce qui est objectif technologique, mais aussi la logique que nous suivons actuellement pour valider la phase A. Et ensuite, nous parlerons un peu plus précisément de l'étude qui est actuellement réalisée, notamment au niveau de l'analyse mission, de l'analyse fonctionnelle, des interactions qui existent entre nos différents sous-systèmes, et donc des problématiques qui y sont liées. Et enfin, nous parlerons de manière plus détaillée de la structure, et notamment d'une partie de la payload qui est la caméra. Et nous conclurons du coup sur notre projet. Alors, bonjour à tous. Le Centre Spatial Étudiant Curie-Sat de l'Université Pierre et Marie Curie a pour but de faire participer des étudiants dans un projet spatial multidisciplinaire et avec des contraintes de projets réalistes. Le Centre Spatial a été créé en 2013
et a pour objectif jusqu'à septembre prochain de faire valider la phase A, c'est-à-dire l'étude de la faisabilité de la mission par le CNES. La mission Meteorix a pour objectif principal de faire de bonnes statistiques sur la rentrée atmosphérique de météoroïdes, c'est-à-dire d'enregistrer au moins 100 événements par an dans une année. Et les objectifs secondaires de cette mission sont de créer la conception d'un démonstrateur pour la détection de météores embarqué sur un nanosatellite. Notamment aussi d'observer du coup les processus d'ablation, de rotation et de défragmentation lors de cette rentrée atmosphérique, mais aussi de déterminer les trajectoires de ces météores en collaboration avec le projet d'observation au sol FRIPON. Mais également d'étudier l'entrée atmosphérique d'autres débris spatiaux et d'autres événements lumineux transitoires. Alors, nous avons une petite vidéo qui a été faite par la mission Météor qui est embarquée sur l'ISS et qui permet de montrer la difficulté d'observation de météores, notamment parce qu'il s'agit d'événements de très courte durée, à très grande vitesse, et tout ça sur un fond fortement bruité avec les lumières des villes et d'autres événements lumineux tels que des éclairs lors des orages, du coup des contraintes météorologiques. Alors pour les objectifs technologiques de cette mission, qui sont entre autres du coup de faire la détection de ces météores, il s'agit entre autres de faire un algorithme qui permet de filtrer ces événements, ces bruits lumineux, et afin de reconnaître seulement et d'envoyer les datas seulement sur les météores observés. Pour ça, nous avons une démonstration de l'algorithme. Comme vous le voyez, c'est la même vidéo qu'avant. On a encore les bruits des villes, mais comme vous pouvez normalement bientôt le voir, la petite météore verte qui vient de traverser l'image, comme vous le voyez, c'est très rapide et sur un fond très bruité. Alors, la logique d'analyse de cette mission est basée sur l'analyse de la mission elle-même, qui permet ensuite de déterminer quels sont les besoins pour mener à bien cette mission. Alors, quels sont les besoins et les fonctions que le système auxquelles le système doit pouvoir répondre. De ça découle du coup une analyse fonctionnelle du système qui permet d'établir les spécifications de ce dit système et du coup de définir les sous-systèmes nécessaires pour mener à bien cette mission. Pour ça, on a du coup déterminé les différents sous-systèmes du nanosat qui sont la payload, la structure, le contrôle thermique, la SCAO, l'ordinateur de bord, le système de télécommunication et le power supply. L'analyse de mission a mené à déterminer une mission sur 1 an qui permet d'observer tous les pluies de météores majeurs. Le satellite sera sur une orbite inclinée à 97 degrés sur une orbite héliosynchrone, avec un axe d'observation orienté au nadir. Il sera désorbité après 2 ans et demi et le lancement est espéré pour 2022. La carte que vous voyez, c'est un plan qui permet de montrer la trace du satellite sur la Terre avec les 3
avec 3 stations sol qui sont pour l'instant fixées, une en Thaïlande, une à Paris et une à Toulouse. Tahiti, Paris et Toulouse. Je laisse la parole à M. Lady. L'analyse de mission étant définie, nous allons maintenant nous intéresser aux différentes interactions entre les sous-systèmes qui vont nous permettre à bien de mener notre mission. Donc, on va se concentrer ici sur notre payload, qui est la caméra et l'algorithme. On peut voir que les interactions avec les autres sous-systèmes sont nombreuses. Je vais vous donner quelques exemples qui vont être basés en fait sur les spécifications de la caméra vont imposer des contraintes sur les autres sous-systèmes et vice-versa. Alors, par exemple, on peut prendre en compte que la caméra imposera une contrainte à notre structure qui doit évidemment laisser place, ne pas obstruer le champ de vue de la caméra. Vice-versa, la structure, devant répondre au standard CubeSat, a donc certaines dimensions qui devront être imposées à la caméra. On peut également parler de l'interaction entre la caméra et l'algorithme. Les différentes spécifications des caméras afin de pouvoir détecter les météores devraient être appliquées à notre algorithme afin que celui-ci soit optimisé. Et là, on peut également, nous pouvons parler de l'interaction entre de la caméra et de l'algorithme avec le power supply. En effet, c'est un sous-système qui consommera beaucoup de puissance et donc imposera au power supply de pouvoir fournir en plus de ce sous-système une bonne alimentation au reste. Donc ça imposera des contraintes supplémentaires. Je vais donc vous parler plus précisément maintenant du sous-système structure, donc dans lequel seront intégrés nos différents sous-systèmes et qui permettra justement d'emmener tout ça dans l'espace, sans encombre. Donc les bases de la structure ici vont être premièrement de pouvoir fixer de manière correcte nos sous-systèmes afin qu'ils ne se déplacent pas par exemple lors des phases de lancement et engendreraient des résultats catastrophiques de la mission. Et également de ne pas obstruer leur bon fonctionnement. Par exemple, le déploiement des charnières ou des antennes, ou encore, comme je l'ai dit tout à l'heure, ne pas obstruer les champs de vue des différents senseurs ou optiques tels que la caméra ou le Star Tracker. Donc ici, j'ai réalisé 2 modèles pour cette mission dans le cadre d'une configuration verticale que je vais vous présenter. Le premier modèle est constitué de 2 paires de rails. Et pourquoi 2 paires de rails et non pas 4 rails indépendants? C'est pour apporter plus de rigidité, qui sont emboîtés entre eux par des traverses, une traverse mâle, une traverse femelle, et dont on ajoute des raidisseurs afin de rigidifier la structure. Ces raidisseurs aideront également à la fixation des sous-systèmes, dont je vais vous expliquer le principe maintenant. Alors comment nos sous-systèmes sont fixés? Les sous-systèmes dans le nanosatellite ont en général la norme PC104, donc c'est une norme qui donne comme dimension aux cartes du 95,9 par 90,2 mm. Les dimensions intérieures de nanosatellites sont du 97 par 97 mm, donc nous permettent en théorie de rentrer toutes ces cartes. Et elles ont des trous qui sont disposés à certains endroits spécifiques. Nous allons donc placer 4 barres de fixation dans ces trous-là afin de créer un bloc fixe de sous-système qui viendront se visser sur les 2 plaques de fixation que vous pouvez voir en dessous de la CAD verte qui est l'antenne VHF-EHF et juste au-dessus de l'antenne. Donc elles viendront se visser sur ces plaques. Ces mêmes plaques viendront elles-mêmes se visser sur les raidisseurs dont je vous ai parlé tout à l'heure de notre structure primaire que sont les rails. De plus, nous avons création d'extrusion sur les rails qui permettront de fixer les S-bandes. Et au niveau des plates secondaires, nous avons différentes poches afin de pouvoir laisser libre le champ de vue, par exemple, pour les optiques et également pour les rayonnements des S-bandes. Donc l'avantage de cette structure-là est qu'elle permettrait de fixer le bloc de sous-système d'abord d'un côté, puis de venir emboîter le reste de la structure, donc de faciliter justement l'insertion des sous-systèmes. Le désavantage est que les pièces ayant un profil assez exotique, leur usinabilité peut être assez compliquée et reviendrait cher. Donc un devis est en cours. Nous verrons bien ce que cela donne.
Concernant le deuxième modèle, ici nous avons un rail unique de section carrée creuse de 1,5 mm d'épaisseur, donc donnant également des dimensions de 97 par 47 mm. Et de la même manière, sur les plaques secondaires, nous avons des poches afin de pouvoir laisser le bon fonctionnement de chacun de nos principaux sous-systèmes. L'avantage de cette structure-là, c'est qu'elle permet, en premier lieu, c'est qu'elle a une rigidité plus importante que notre premier modèle, et également une usabilité plus facile. Mais alors, son désavantage principal, malheureusement, est que nous ne pouvons insérer les sous-systèmes que par le haut ou par le bas, donc en bloc, et que s'il venait, et il viendra malheureusement, avoir une carte qui soit trop grande, ici par exemple nous avons l'Hyperion et la SKAO Hyperion, dont l'optique est légèrement trop grande, et donc pourrait provoquer des problèmes à l'assemblage. Donc justement, ces problèmes de conception et d'analyse mécanique, je vais vous en parler maintenant sur les principaux problèmes rencontrés. Alors au niveau de la conception, certains sous-systèmes, justement, ayant des profils assez exotiques, on ne pourrait pas les rentrer dans le modèle 2, ou du moins on pourrait les rentrer, mais pour cela il faudrait modifier le sous-système, par exemple désassembler certains composants afin de pouvoir les réintégrer. Ou bien elles ne respectent pas la norme PC104, dans ce cas-là on pourrait faire des adaptateurs, ce qui a été fait pour la caméra d'ailleurs, mais par exemple pour l'antenne VHF-UHF, qui dans notre cas ne peut pas être au sommet car nous avons des panneaux solaires et cela gênerait le rayonnement. Nous devons la placer au milieu et étant donné son profil, cela impliquerait que je devrais diviser mon principe de barre de fixation en deux et gênerait l'assemblage en fait. Donc c'est une solution qui est en cours de réflexion. Les interactions également entre les sous-systèmes ne sont pas encore toutes connues, elles sont en cours de réflexion en plus des sous-systèmes, ce qui implique que la structure et le lieu des poches par exemple ou le reste des designs ou autres extrusions à faire sera amené à changer. Au niveau de l'analyse, donc pour ceux qui n'ont pas reconnu le logiciel de CAO STK-5, maintenant concernant l'analyse mécanique qui se réalise sur le logiciel Abacus, la principale difficulté est la création d'un maillage qui doit être le plus précis possible mais en ayant le moins de temps de calcul, à utiliser. Elle est difficile car les profils, comme vous avez pu le voir, sont assez exotiques à réaliser, donc avec une certaine quantité de chanfreins ou congés ou même trous qui peuvent être assez compliqués à mettre en place. Et le second problème étant que la structure allant très certainement changer, même si nous avons différents changements mineurs, cela impliquerait la création d'un tout nouveau maillage et impliquant donc un allongement du temps avant de pouvoir choisir notre structure. Donc maintenant, je vais laisser ma camarade Claire vous parler de la caméra. Je vais vous parler un peu plus d'une partie de la payload. Donc la caméra, comme vous l'avez entendu précédemment, Meteorix travaille sur la détection des météores et donc par conséquent notre payload est composée d'une caméra et d'un algorithme de détection donc via une carte embarquée. Étant donné que c'est pour la détection de météores, une des premières spécifications, ou en tout cas un des premiers besoins, c'est de pouvoir effectivement détecter ces événements étant assez lumineux, très rapides et à une altitude qui est de 75 à 120 km depuis la Terre, et nous on l'observe depuis l'espace. Voilà. En termes de nombre d'événements, nous sommes à 100 par an, comme on vous l'a dit précédemment, pour pouvoir justement faire nos statistiques. Et par conséquent, on a dû faire de nombreux trade-offs, notamment en termes de champ de vision, où on est à 30 à 40 degrés pour une caméra et de 10 à 12 degrés pour un Star Tracker. Donc on s'est basé notamment sur certaines données via des documents, notamment une étude faite par Rantel et Hallyday. Ensuite, en termes de frames per seconde, on s'est basé sur un minimum de 10, notamment parce que vous allez le voir je vais vous l'expliquer un peu plus tard, mais on a quand même des interactions avec cet algorithme de détection et par conséquent, on a des contraintes assez importantes pour choisir la caméra à ce niveau-là, et donc on doit se baser sur à peu près 10 images par seconde. En plus de cela, vu qu'on est dans l'espace, on va devoir aussi avoir une caméra qui va être spatialisable et qui va pouvoir résister notamment aux températures extérieures. Donc on veut une caméra qui soit entre moins 30 degrés et 60 degrés, qui puisse soutenir une température de cet ordre de grandeur. On veut une durée de vie qui soit bien sûr au minimum celle de la mission pour pouvoir justement avoir ce nombre d'événements.
et un quantum efficiency de 0,8, notamment pour pouvoir observer ces événements. Pourquoi monochrome? Oui, si possible, notamment parce que si elle est monochrome, on va pouvoir avoir une meilleure résolution, mais aussi un meilleur quantum efficiency. Donc ça sera dans le choix des caméras, donc c'était quelque chose à voir. Ensuite, les autres contraintes, comme on a pu en parler précédemment, ou en tout cas Bernard, c'est notamment au niveau de la structure, parce que notre caméra va bien sûr être embarquée, donc il faut quand même qu'elle puisse être intégrée dans la structure. Comme vous le savez, une unité, c'est 10 cm x 10 cm fois plus, parce qu'on est sur un 3U, moins l'épaisseur, donc on est sur du 97 x 97 x 100, avec le 100 qui peut être légèrement augmenté. Ensuite, encore, j'en ai déjà parlé du monochrome, mais aussi en termes de taille, parce que vu que l'algorithme va justement faire des process, notamment sur les différentes images, on va avoir un problème en fait au niveau de la carte, et on a un compromis à faire. Donc nous, notre but, ça serait d'avoir une meilleure résolution, mais on peut se baser juste pour la carte sur du 640 x 512, pour que ce soit justement un bon compromis, pour qu'on puisse les détecter, mais aussi faire ensuite le process des différentes data plus tard. Et enfin, il y a aussi, comme vous l'a dit Bernard, une contrainte notamment au niveau de l'alimentation, parce qu'il ne faut pas qu'on consomme trop avec la caméra, étant donné que l'algorithme consomme déjà aussi beaucoup. Donc il y a aussi un trade-off à faire là-dessus. Actuellement, sur les possibilités que nous avons sur sur la caméra, nous en avons 3 qui répondaient globalement aux spécifications. Donc une de Malin Space Camera, un Star Tracker de Berlin Space Technology et un de 3D+. Donc actuellement, le choix que nous portons, c'est plutôt sur 3D+, notamment parce qu'on a un héritage plus important, parce que ISAT utilise 3D+, et ont déjà fait les tests de caractérisation sur ce sensor, qui répond à toutes nos spécifications, et en plus parce qu'on pourra choisir notre optique, parce que l'optique n'est pas fournie. Et là aussi, on se base aussi sur un héritage qui est celui de ISAT, qui eux ont envisagé de récupérer donc une optique de Leica qui sera ensuite caractérisée par l'entreprise AmdaX. Donc actuellement, nous travaillons dessus pour pouvoir justement répondre à toutes nos spécifications et choisir cette caméra. Voilà. Ensuite, Malin Space Camera a été mise de côté, notamment à compte du nombre focal qui était de 3.5, alors que nous voulions du 1 voire 1,4, et aussi dû au prix, parce qu'elle est beaucoup plus chère que les autres. Et entre Berlin Space Technology et 3D+, comme je vous l'ai dit, c'est aussi pour la facilité d'intégration, parce qu'elle est beaucoup plus petite et parce qu'on a plus de retours sur 3D+. Enfin, pour conclure sur ce projet, donc comme vous l'avez compris, c'est la détection de météores depuis un nanosatellite, avec une caméra embarquée ainsi qu'une carte pour la détection, pour l'algorithme de détection. Plusieurs solutions techniques sont actuellement en cours, donc on est de nombreux étudiants qui travaillent dessus, sur tous les sous-systèmes. Et donc on est en train d'essayer de valider, enfin on espère en tout cas valider la phase A en septembre, avec justement un choix de solutions techniques pour tous les sous-systèmes. Donc on espère pouvoir tout valider en septembre. On vous remercie de votre attention, et si vous avez le moindre question, on est là pour vous y répondre. Merci beaucoup. Nous avons déjà une question. Bonjour, merci pour la présentation. J'ai une petite question par rapport à la caméra. Alors, la rentrée de météorites, c'est caractérisé par l'émission à haute température d'oxydes de métaux type ALO, MNO. Et je voulais savoir pourquoi vous n'aviez pas choisi de prendre une caméra peut-être plus simple en termes de longueur de bande passante, et de mettre une roue à filtre devant pour voir justement ces raies-là, et pouvoir à la fois, en plus de traquer les météorites, avoir des informations telles que la température des plasmas et l'énergie vraiment de ces météorites. Alors, je pense qu'en termes de spécification, c'était aussi pour simplifier, parce que le but véritable de la caméra, c'est de soutenir l'algorithme de détection. Et actuellement, c'est vraiment juste avoir au moins les images du météore et pouvoir juste en fait, les détecter. Donc on a fait en fait le plus simple possible en termes de spécification pour nous. Voilà. Merci. Une autre question ? Merci. Je rejoins un peu ça. Enfin, moi, ce que je trouverais en fait, merci pour la présentation d'abord. Mais c'est vrai que je trouve que c'est un peu passif en fait. Ce qui pourrait être intéressant, c'est
c'est par exemple faire de la rétropropagation, c'est-à-dire une fois qu'on a détecté ce météorite, fait essayer de voir d'où il vient, quoi. Typiquement, faire une étude de trajectoire, voir si c'est un météorite, si ça peut être un objet non naturel en réentrée atmosphérique, par exemple. Mais voilà, enfin, je voulais savoir si vous avez réfléchi à ce genre de choses. Alors en fait, pour l'étude de la trajectoire des météoroïdes, nous nous basons entre autres sur la collaboration avec Fripon, parce que l'observation depuis l'espace permet juste de donner une projection de la trajectoire, et non la trajectoire en complet dans les 3 dimensions. Du coup, on se base entre autres sur la collaboration avec l'observation au sol du projet Fripon, pour l'instant. Du projet quoi, pardon? Fripon. D'accord. Ok. On a une autre question juste derrière. Alors, c'est pas une question, c'est juste pour compléter la réponse qui a été apportée. Je suis ingénieur système, là, j'encadre les étudiants. En fait, Meteorix, c'est le premier nanosat du centre spatial universitaire CuriSat. Et on a des objectifs à terme bien plus ambitieux, comme embarquer un spectromètre ultraviolet sur un second nanosat. Donc l'idée, c'est vraiment de faire quelque chose de simple, quand même d'avoir un héritage sur l'algorithme de traitement d'image embarqué, qui est quelque chose qui n'a jamais été fait en fait, et qu'on veut absolument tester avant d'envoyer notre deuxième nanosat, qui embarquera lui une caméra et un spectromètre UV, pour justement déterminer les compositions chimiques qui permettent, in fine, de remonter à l'origine et la provenance des météoroïdes qui rentrent dans l'atmosphère et de savoir si c'est des rentrées atmosphériques artificielles ou non, finalement. Voilà. Donc il y a un objectif, il y a des objectifs à moyen et à long terme aussi. Voilà. On y va progressivement. Merci beaucoup pour les clarifications. Merci à vous pour la présentation. Je pense qu'on va passer à la présentation suivante. So our final presentation for this session will be delivered by Mr. Alain Oshkorn from Latmos. He will present us the project SERB, which is about sun monitoring, I think. Bonjour, so I will present the SERB small satellite dedicated to the Sun and Earth radiation budget. This is the second satellite of the École Polytechnique Student Space Center in the Janus project as presented by Alain Gaborio. And it is made with scientists and engineers for the supervision at Latmos. And I will present the presentation prepared by my colleague Mustafa Mefta, that is the supervising of this project at Latmos. So this is the plan of my talk with the scientific objectives and the planned schedule. I will present the SERB nanosatellite architecture, the payload, rapidly the ground segment, and some conclusions. So I thank also, of course, the CNES and the LabEx ESEP for some support for this work. So this nanosatellite is on the general thematic of the Sun-Earth relation, especially of course, sun radiation is the first source of energy for the Earth's climate, and so of course, there are some ambitious objectives in this thematic,
Of course, we will not do all these things with this first small satellite, but we think that it will be possible in the future to do some science with this nanosatellite, not only formation of students. So we start with this first step to look at different objectives. So we'll look at the sun and at the earth. At the sun to look at the total solar irradiance. It's a quantity of energy coming from the sun and reaching the earth, what's called also TSI. Also monitor the solar spectral variability, mainly in the UV part of the spectrum, around 215 nanometers, because this is the source of UV radiation forming the ozone layer in the stratosphere. And I will show you that there is some coupling between the stratosphere and the climate. And so also with some objective to work on the radiative balance of the Earth itself. So just rapidly, I will not enter into the detail, but the sun is not, we said something that we speak about the solar constant, that the energy is constant, but in fact, there is some change in the solar energy. The total solar energy is changing by about 0.1% along an 11-year solar cycle with maximum minimum of solar activity. And in the UV, the change is much more. It can reach up to 6 to 10% in the wavelengths where ozone is formed by the photodissociation of oxygen. And so there are two ways to interact between the solar activity and the, at least two ways. There might be some other on the Earth climate. First, a small change in total energy reaching the ground and hitting the surface. And the second important mechanism is a change in the UV, forming more or less ozone and interacting through dynamic processes with the troposphere and the climate. So one of the questions is to understand if this reconstitution of the total solar energy, you see well the 11-year solar cycle, and also the question is it some change in the on long term, in the, for instance, in the energy during solar minima? The question is not solved. And also the same question for the UV. You see here on the left, you see some observation by SolSpec on the space of on the International Station compared to a model in red. And the question is the UV changing on the long term, and what will be the influence of on the stratosphere and climate if it is the case? So also another objective of this small satellite is to look at the thermal energy emitted by the Earth and the clouds in the infrared. And you see, for instance, some reconstitution from space measurement of this Earth radiation budget during 1 year. So the planned schedule of our satellite, we are now in the phase OA. So SEAB, as I've said, is the second X-CubeSat satellite. So we worked with the student on the design of this satellite, and with the satellite preliminary design review in June of this year. And you see then the planning, and with the payload delivery in 2021, and hopefully a launch in 2022. So the objective is to have at least a 1 year lifetime, but we expect maybe to have more, maybe 3 years. So the satellite will be launched on a sun synchronous orbit with a 6-hour local ascending node along the terminator.
and with altitude that has to be not more than 680 kilometers to respect the law and the 25 years of lifetime in the space. So you see here some deployed structure of this satellite will be a 3 units CubeSat, 2 units for the satellite platform itself, and 1 unit for the payload, and with solar panels that will be deployed in space. So you see here the structure of the front view. So we will look both at the Sun and at the Earth, depending on the schedule along the orbit. So on the front view, we have the payload, we have the solar radiometer and solar photometer, I will present after that are looking directly to the Sun. On the rear view, we have the camera and looking at the Earth. So this is another view of the 3 units satellite. So the main characteristics are we have 3 units with a mass of 4.5 kilograms, and you see here the power and the data storage. So with 2 pointing view, one observing the Sun and one observing the Earth. So we'll have a deployable system for the solar panel. I will not intend with some innovative system. I will not enter into the detail here. And the onboard computer will be, we use a Ninano board by Steel company, and with the power system, we use a Steel electronic system for the generation of energy. The transmission will be in the S-band, with the emitter in frequency band 2200 megahertz, and for the receiver in the band 2025 to 2110 megahertz. This is a pointing system. So, of course, for this measurement, we need to have a good accuracy of the pointing. So we will use altitude orbit control system developed by Stellanbosch and Surrey Space Center. This provides for the Sun pointing an accuracy of 0.2 degree, and for the Earth pointing, we will have an accuracy of 1 degree. And we will have the GPS for time and position that is needed for our experiment. So this is just an example of the performances of this pointing system. You see after when it is on, after time 1000 seconds, we reach the accuracy of 0.2 degree that is needed for Sun observations. So concerning the payload is consists in a solar radiometer. In fact, the solar radiometer is we have a black surface that absorbs all the light of the energy of the Sun, and by measurement, difference of temperature measurement, we can retrieve the quantity of energy absorbed. We have also a UV sensor with a filter that filters the energy between 200 and 220 nanometer in the UV, in the wavelength bands where ozone is formed. And we have also 2 Earth radiometers to look at the Earth to determine both upward infrared radiation and the albedo during day. And with a camera also taking picture on the Earth to see which sun we are looking at when we are measuring the radiation coming from the Earth. So you see this representation of the 2 detectors, the solar radiometer and the UV photometers.
This is some simulation made on the different temperature in the payload. From this temperature, we can derive the information of the total solar irradiance. This is some test in laboratory with the temperature of the sensor with and without light to simulate the sun. And concerning the ground segment, the idea is to have the antenna either in Palaiseau or in Toulouse. So and the gain of this antenna is 30 dB. So coming to the conclusion, so SERB nanosatellite aims 3 scientific objective connection with the observation of the Earth and the Sun. And we have a deployment system of solar panels designed for nanosatellite, and that is suitable for any CubeSat in the future. And for this first satellite, we hope to have a high accuracy observation of solar TSI and also Earth radiation, and this will be a first step to have more information coming from this sense. Also from this satellite in space, we can learn some information about, for instance, degradation in space. We know that for UV system, we observe very often an important degradation. These are measurements in space from the solar suspect instrument on the space station, where we can control the degradation, and then we have to define some algorithms to correct for this degradation. And okay, that is the end of the presentation. So this satellite will be a first step toward long-term measurement. We hope to have a following instrument in the future, and if it is successful, if we prove that with a small satellite we can contribute to the knowledge of the Earth's radiation budget, we can think in the future to have some constellation of these small sensors. Thank you very much. Thank you very much. Do you have any question? Yeah. Okay, from what I got, you got sun pointing and then nadir pointing. Yes. So my question is, what is the percentage of time you're spending sun pointing and earth pointing, and what is the frequency at which you are switching between both pointings? We will look at, of course, we look at, I think at each orbit we look at the sun for some time. Probably we not need very long time on the sun because it's not changing very fast. So I think the percentage of time looking at the Earth will be more than at the sun, and the change will be done at each orbit. Thank you. Any other question? Yeah. You didn't say much about the imaging camera. Could you say a bit more on it? So the imaging camera is just to look at which sun we are looking at when we measure the radiation. I don't know exactly because it's mainly supervised by Mustafa Mefta, but we'll try to have a simple camera, but of course that can be operated in space, but I cannot give you more detail. If you're interested, you can contact Mustafa Mefta. Okay, thank you. Any other question? Okay, so that concludes the first session of this morning. Now it's the time for the coffee break. We will meet again here at 11. The presenters of the second session are kindly asked to provide their presentation now during the break. Thank you.